Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, désolée pour cette très longue absence, c'est la première fois que je m'absente aussi longtemps. Justine et moi, on est enceintes. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, je l'ai annoncé sur Instagram, je l'ai aussi mis en post communauté, mais au cas où tu ne l'aurais pas vu, voilà, je te l'annonce ici. Les nausées ont été particulièrement difficiles pendant un moment, donc là c'est en train de passer, ça va mieux, j'ai très peu de nausées, donc ça va mieux, mais pendant un moment j'étais vraiment très fatiguée et j'avais envie de vomir quasiment du matin jusqu'au soir avec quelques heures de répit en milieu de journée, mais c'était vraiment pas possible pour moi de travailler. J'étais tellement fatiguée aussi que j'avais besoin, même si j'avais une nuit complète de sommeil, j'avais besoin de faire jusqu'à 2 siestes par jour. Donc voilà, je te laisse me partager en commentaire toutes tes anecdotes de grossesse, si tu en as, ça m'intéresse vraiment, je fais que parler de ça du matin au soir, j'espère que je saoule pas trop mes copines. Mais ça m'intéresse vraiment en fait de savoir comment d'autres femmes vivent leur grossesse, même si voilà, je sais qu'on la vit toutes différemment, mais voilà, c'est des choses qui m'intéressent de savoir. Si t'as des astuces aussi, je suis preneuse, alors je sais que souvent c'est le contraire en fait, les femmes sont comment dire, bombardée de conseils non sollicités, et bah, pour moi, c'est le contraire, en fait. Je suis demandeuse de, pas forcément de conseils, mais genre des astuces, ce qui, toi, t'a aidé pour, bah, je sais pas, par exemple, les nausées, la fatigue, etc. Si t'as fait des cours de piscine, machin. Voilà, donc trêve de blablaterie, et on y va pour l'affaire de ce soir, qui commence en Inde, dans la municipalité de Narengar. Située dans le nord de l'état d'Haryana, autrefois déchiré par les guerres d'indépendance, aujourd'hui, Haryana se distingue à la fois comme une destination touristique et pour son terroir agricole. C'est dans la ville de Narengar que naît Jasmine Kaur pendant l'année 2000, et elle sera l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Jasmine, une enfant tendre, prévenante et bienveillante, voit sa vie mise à rude épreuve quand à l'adolescence elle apprend que son père souffre d'une maladie très grave. Elle fait de son mieux pour soulager ses souffrances, pour l'aider, mais malheureusement les médecins ne parviennent pas à le sauver. Son père finit par mourir, laissant Jasmine face à une profonde tristesse et un grand vide dans sa vie. Jasmine est et restera profondément marquée par cette perte. La mort de son père marque un tournant dans la vie de la jeune femme, et de cette profonde douleur découlera une promesse qu'elle se fait à elle-même, devenir infirmière pour sauver d'autres personnes. Jasmine est animée par cette nouvelle vocation. Quand elle termine ses années de lycée, c'est avec une grande détermination qu'elle s'inscrit dans différentes universités pour poursuivre des études en soins infirmiers. Et parmi ces universités, l'université Adélaïde, une prestigieuse institution australienne, la 3e plus ancienne du pays, mondialement reconnue et associée à 5 prix Nobel. Quand Jasmine apprend qu'elle est acceptée à Adélaïde, elle saute de joie. Elle l'annonce à sa mère qui d'un côté est heureuse pour elle, mais elle aussi très triste et très inquiète à l'idée que sa fille parte en Australie aussi loin. Jasmine supplie sa mère de la laisser partir, avec comme argument de son côté le fait que son oncle maternel habite à Adélaïde, où il a fondé une famille. Et en plus, rien ne pourrait mieux lui permettre de devenir une infirmière compétente et brillante que de fréquenter une université aussi prestigieuse que celle d'Adélaïde. D'abord très réticente, sa mère finit par céder. Elle ne peut pas se résoudre à être un obstacle à la passion de sa fille, à sa vocation professionnelle. Elle lui donne donc sa bénédiction et elle l'autorise à quitter l'Inde pour l'Australie. À son arrivée en Australie, Jasmine est accueillie chaleureusement par son oncle et sa famille, qui la soutiennent dans son adaptation à cette nouvelle vie. La tête pleine de rêves et d'espoir, Jasmine s'expatrie en 2013, et elle veut s'immerger directement dans cette nouvelle culture et ce nouveau train de vie qui l'attendent. Elle fréquente assidûment les cafés, les restaurants, elle participe à quelques festivals locaux. En parallèle de ses études d'infirmière, elle travaille au Southern Cross Care, un établissement de soins pour personnes âgées situé dans la banlieue sud-ouest de la ville d'Adélaïde. Ses collègues de l'établissement de soins la décrivent comme une personne drôle, attentionnée, dévouée et exceptionnellement douée pour son travail. Jasmine semble destinée à un avenir prometteur, elle est épanouie dans son expérience universitaire, elle persévère dans son aspiration à devenir infirmière, malgré quelques difficultés rencontrées pendant ses études. Sa détermination inébranlable et sa persévérance sont évidentes. Assidue à chaque cours, elle dévore d'innombrables manuels pendant son temps libre, et elle propose même d'aider ses camarades dans leurs études. Son soutien lui vaut le respect de ses pairs et aussi de ses professeurs. Sa véritable vocation, aider les autres en tant qu'infirmière, semble désormais à portée de main. Quelques mois après son arrivée en Australie, Jasmine participe à un événement organisé par l'université.
Pendant cet événement, elle rencontre Tariq Jot Singh, un étudiant de 21 ans. Comme Jasmine, Tariq Jot est aussi un expat originaire de l'Inde qui est né dans le petit village de Balala, dans la région du Punjab. Son village natal ne compte que 292 habitants. Tariq Jot vient d'un milieu modeste, sa mère est femme au foyer et son père est agriculteur. Il travaille très dur pour soutenir sa famille. Considéré comme un élève brillant et sérieux, Tariq Jot va surpasser toutes les attentes à l'école. Sa réussite académique lui permet d'être admis à l'université d'Adélaïde en 2016, où il poursuit des études en sciences informatiques. Et c'est donc pendant un événement universitaire qu'il croise le chemin de Jasmine. Ce qui commence par une amitié va rapidement se transformer en relation amoureuse. Tariq Jot et Jasmine se mettent en couple et ils deviennent vite inséparables. Ils passent beaucoup de temps ensemble, ils explorent les cafés d'Adélaïde, ils vont à des soirées d'études, etc. On dit que quand on les voit ensemble, à première vue, le couple paraît très amoureux. On sait par leur entourage qu'ils parlent d'un avenir ensemble et notamment d'un projet de mariage. Mais à huis clos, la relation est loin d'être parfaite. La relation commence à se détériorer rapidement, ce qui marque des tensions et des désaccords de plus en plus nombreux au sein du couple. Le 4 janvier 2021, après 9 mois passés ensemble, Jasmine décide de mettre un terme à cette relation. Et à partir de ce moment, les récits vont diverger entre les familles de Jasmine et de Tariq Jot. D'après la famille de Tariq Jot, lui et Jasmine se rapprochent, en effet, ils commencent à sortir ensemble, ils envisagent même le mariage. Mais l'oncle et la tante de Jasmine s'opposent fermement à cette union, malgré les efforts de leur nièce pour les convaincre. La famille de Tariq Jot soutient que cette opposition est due au fait que Tariq Jot vient d'une famille modeste, alors que Jasmine vient d'une famille plutôt aisée. D'après eux, la famille de Jasmine est allée jusqu'à exercer des pressions sur elle pour qu'elle mette fin à la relation. Et en réalité, ils avaient déjà choisi quelqu'un pour elle apparemment. Ces pressions auraient eu effet sur Jasmine, qui aurait finalement consenti à un mariage arrangé avec un autre homme en Inde. Ce qui est certain, c'est que la rupture a bel et bien eu lieu. Tariq Jot, profondément affecté, commence à tomber dans une dépression, et d'ailleurs un médecin lui prescrit des antidépresseurs. La famille de Tariq Jot va ajouter, et je cite, « Lorsque la famille de Jasmine a tenté de la marier à quelqu'un d'autre, elle s'est tellement énervée qu'en janvier 2021, elle a tenté de consommer des pilules empoisonnées pour mettre fin à ses jours. Tariq Jot l'a empêchée de passer à l'acte. » Fin de citation. La famille de Jasmine n'est pas du tout du même avis. Sa mère et son oncle affirment n'avoir eu aucun a priori envers Tariq Jot. Selon eux, la rupture est due à la jalousie, à la possessivité et au manque de confiance en soi de Tariq Jot. Ils décrivent un comportement de plus en plus problématique de la part du jeune homme. Il s'énerve quand Jasmine prévoit de sortir avec des amis et chaque jour, il bombarde son téléphone de centaines d'appels et de messages pour lui demander des détails sur ses activités. Tariq Jot veut être informé de tout ce qu'elle fait, de qui elle voit, et il exige qu'elle demande son autorisation pour fréquenter certaines personnes et parfois même pour choisir les vêtements qu'elle va porter. Si Jasmine a le malheur de ne pas être d'accord, il lui ordonne de rentrer immédiatement chez elle. D'après la famille de Jasmine, sa possessivité aurait dégénéré et serait devenue une véritable obsession. Tariq Jot ne demande plus un mariage avec Jasmine, il l'exige. Et c'est justement cette attitude qui aurait contribué à la réticence de la famille de Jasmine à donner leur approbation, ce qui conduit fatalement à la rupture. Et malgré ces divergences dans ce qui mène à la rupture, les faits qui suivent sont vérifiés. Au début de l'année 2021, Jasmine est excédée par le comportement de plus en plus invivable de son petit ami. Elle décide de mettre fin à leur relation et Tariq Jot prend très mal cette décision. Il refuse d'accepter que Jasmine ne veuille plus rien avoir à faire avec lui. Il estime qu'elle n'a même pas le droit de prendre une telle décision. Dans un élan de rage, il l'insulte, il la menace de lui faire du mal à elle et à sa famille. Le lendemain, Jasmine se rend, comme à son habitude, sur son lieu de travail, soit l'établissement de soins. C'est pendant cette journée que, par la fenêtre, elle aperçoit Tariq Jot. Il est apparemment en train de l'attendre. Quand elle peut avoir une pause, elle le rejoint à l'extérieur. Pendant un très court échange, il la supplie de ne pas mettre fin à leur relation. Il lui dit même que si elle ne veut pas qu'ils se remettent ensemble, il mettra fin à ses jours. La discussion prend fin, Jasmine retourne à son poste, mais elle est inquiète. Elle prend l'initiative d'appeler un ami de Tariq Jot pour qu'il prenne de ses nouvelles, qu'il s'assure qu'il ne va pas faire une bêtise. Plus tard, quand Jasmine finit son service vers 21h, elle retrouve Tariq Jot à nouveau sur le parking. Il est dans sa voiture, sous l'empire d'une sorte de drogue. L'ami de Tariq Jot, contacté plus tôt par Jasmine, se rend sur le parking lui aussi pour le conduire à l'hôpital. Pendant ce temps, Jasmine reçoit une lettre de
D'éviventation dans laquelle Tariq Jot accuse la famille de Jasmine d'être responsable de leur rupture. Le jour suivant, soit le 6 janvier, comme si cet épisode sur le parking c'était pas assez, Tariq Jot et un membre de sa famille se rendent chez la tante de Jasmine. On se souvient, hein, celle qui habite à Adélaïde. Jasmine habite chez son oncle et sa tante, donc ceux qui sont à Adélaïde. Ils tentent de convaincre Jasmine de les suivre, elle refuse. Le jour suivant, Tariq Jot retourne une nouvelle fois sur le lieu de travail de Jasmine, il attend près de sa voiture qu'elle termine sa journée, et lorsqu'elle finit par sortir et qu'elle l'aperçoit, elle choisit cette fois de l'ignorer. Elle monte dans sa voiture et elle prend sans hésitation la route vers son domicile. Tariq Jot ne lâche pas l'affaire, il la suit en voiture jusque chez elle. Quand ils arrivent à destination, il essaie de discuter avec elle et il a toujours le même discours. Il cherche à la dissuader de rompre avec lui. Jasmine, de plus en plus inquiète, se sent menacée. Elle se rend compte que la situation dégénère, ça va beaucoup trop loin. Elle est constamment suivie, harcelée. Le mec est quand même venu la chercher chez sa tante accompagné d'un membre de sa famille. On se demande d'ailleurs ce qu'il comptait faire. Quand il n'est pas avec elle, Tariq Jot appelle Jasmine constamment. Quand ses appels incessants ne suffisent pas, qu'il reste sans réponse, il commence à la menacer de diffuser des vidéos privées, vidéos qui avaient été prises dans une chambre d'hôtel. Et c'en est trop pour Jasmine. Le 9 février, elle se rend au commissariat pour déposer une plainte contre son ex-petite amie. Ce même jour, elle reçoit un appel de sa mère depuis l'Inde. Elle est bouleversée. Tariq Jot lui a envoyé les vidéos de la chambre d'hôtel. Sa mère est très préoccupée par la situation. Jasmine prend un vol pour l'Inde en espérant que cette distance permettra à Tariq Jot de reprendre son calme. Elle passe 2 semaines au pays, 2 semaines pendant lesquelles elle se concentre sur sa famille et surtout sur elle-même. À son retour en Australie, Jasmine est convaincue que les tensions se sont apaisées pendant son absence. Malheureusement, elle a tort. Pendant ces 2 semaines, une rage va envahir Tariq Jot de jour en jour. Jasmine n'a pas le droit de mettre un terme à leur relation. Au retour de Jasmine, il continue de la harceler et il s'enfonce dans une obsession de plus en plus inquiétante. Il bombarde constamment son téléphone de messages menaçants, insultants. Il s'installe dans une voiture pour surveiller son domicile de jour comme de nuit. Dès qu'elle sort de chez elle, il la suit. Elle a beau l'ignorer, mais ses marques d'indifférence semblent accroître les comportements déplacés de Tariq Jot. La famille de Jasmine tente d'intervenir, mais le jeune homme refuse de passer à autre chose. Quand les insultes et les menaces ne suffisent plus, il change de registre. Il menace de se déviventer. Un jour, il va prendre une vidéo de lui en train d'ingérer une bouteille entière d'analgésique, vidéo qu'il envoie évidemment à Jasmine. Elle ne cède pas, elle ne lui répond pas et elle continue de vivre sa vie. Tariq Jot va passer une nuit à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Jasmine essaie de maintenir une attitude ferme, mais en réalité, elle est terrifiée par les agissements de son ex-petite amie. Pour pouvoir se protéger, elle commence à documenter tous les comportements inquiétants et elle transmet toutes ces informations à la police. Elle comprend l'importance de conserver des preuves face à une situation aussi dangereuse. En février 2021, la police émet un document officiel à Tariq Jot de plainte pour harcèlement. Tariq Jot, qui craint que cette situation affecte sa place à l'université, se calme enfin. Pendant un moment, la situation semble être stabilisée. Et la police aussi semble croire que la menace est sous contrôle. Mais ils ne réalisent pas à quel point la situation de Tariq Jot est devenue incontrôlable, avertissement ou pas. Le 6 mars, presque un mois après la mise en garde de la police envers Tariq Jot, Jasmine ne se présente pas à son poste. Elle a un historique sans retard ni absence, sa carrière professionnelle est impeccable. Quelques collègues, conscients des difficultés que Jasmine rencontre avec son ex, se posent des questions et une inquiétude grandit très vite chez eux. Ils décident donc de contacter l'oncle de Jasmine chez qui elle réside. Jasmine n'est pas à la maison. Et cet appel va tout de suite alarmer la tante qui contacte immédiatement la police pour signaler sa disparition. Étant au courant des récents problèmes qu'elle a rencontrés avec son ex-petite amie, la police considère immédiatement sa disparition comme très préoccupante. Ils identifient Tariq Jot comme un suspect potentiel et ils envoient des officiers pour l'interroger à son domicile. Lorsqu'ils discutent avec les policiers, Tariq Jot est visiblement agité et anxieux, mais il nie catégoriquement savoir où Jasmine se trouve ou la raison de sa disparition. Il affirme qu'il fait tout ce qu'il peut pour la rayer de sa vie, mais son comportement et ses réponses évasives éveillent les soupçons des officiers. Pour eux,
Tariq Jot leur parle comme s'il avait préparé ses réponses à l'avance. Ils doutent fortement de sa sincérité, mais pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Jasmine n'a disparu que depuis moins de 24 heures, et en plus, on dispose d'aucune preuve. Bien que les officiers espèrent qu'elle pourra encore se présenter au travail, ils sont de plus en plus préoccupés par la gravité de la situation et ils commencent à redouter le pire. Le jour suivant, Jasmine reste introuvable. Les officiers de police décident donc de retourner au domicile de Tariq Jot dans l'espoir de le faire parler. Cette fois-ci, ils lui posent des questions bien plus directes. Tariq Jot se sent sous pression et il craque. Il fond en larmes et il admet avoir vu Jasmine le jour de sa disparition. En fait, il s'est rendu à son domicile avec toujours la même idée en tête, celle de la convaincre de poursuivre une relation avec lui, mais arrivé sur place, il explique avoir trouvé Jasmine morte. Elle a mis fin à ses jours. Alors qu'il aurait dû contacter une ambulance ou la police, Tariq Jot panique. Il décide de l'enterrer. Il retourne à sa voiture en emportant le corps de Jasmine avec lui. Pendant 5 heures, il roule en direction de Flinders Range, où il enterre Jasmine dans une tombe de fortune. Pour la police, il n'y a plus aucun doute, Tariq Jot est impliqué dans la disparition de la jeune femme. Il est arrêté et conduit au poste de police pour un interrogatoire. Les officiers lui mettent la pression pour qu'il leur révèle ce qui est réellement arrivé à Jasmine. Tariq Jot change de version des faits. Ce qu'il leur a raconté, c'est pas vrai. Jasmine n'est pas morte chez elle. Il raconte qu'ils se sont rendus ensemble à Flinders Range pour mettre fin à leur jour ensemble, tels Roméo et Juliette. Jasmine a été la première à passer à l'acte, et la voyant faire, Tariq Jot s'est dégonflé. Il a paniqué et il a décidé de l'enterrer. Dans l'espoir de découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Jasmine, les officiers, qui bien sûr ne le croient absolument pas, vont suivre les indications de Tariq Jot sur le lieu exact de l'enterrement. Il est menotté et placé à l'arrière d'un fourgon en direction de Flinders Range. Une fois sur place, Tariq Jot ne se souvient pas de l'endroit où se trouve le corps. La police lui met la pression et il craque au bout de quelques minutes. Alors il craque très vite, le Tariq Jot. Au terme d'une brève recherche, les craintes des uns et des autres se confirment. Jasmine est retrouvée enterrée dans une tombe très peu profonde, sous 30 cm de sable, à quelques mètres seulement de l'endroit où les policiers ont garé leur voiture. Pendant l'exhumation du corps, les policiers découvrent que les yeux de Jasmine sont bandés, ses mains attachées par une fermeture éclair dans son dos et ses chevilles ligotées. Une fouille rapide des environs permet de retrouver ses chaussures, ses lunettes et sa carte d'étudiante dans une poubelle à seulement quelques pas. Son sac à main de couleur crème reste introuvable. Cette réalité macabre ne laisse aucun doute sur le fait que Jasmine n'a pas mis fin à ses jours toute seule, comme Tariq Jot l'a raconté, dans une sorte de pacte de dévivantation. Elle a été victime d'un acte très violent et prémédité. La police a maintenant des preuves substantielles de l'implication de Tariq Jot. Il est arrêté à nouveau, cette fois-ci pour meurtre. On lui refuse une libération sous caution, on estime qu'il doit être maintenu en détention. La procédure judiciaire est lancée. La mère de Jasmine se rend régulièrement en Australie pour la suivre de très près, pour assister aux audiences. La famille de Jasmine sera d'une grande discrétion, notamment son oncle et ses cousins, qui refusent de parler aux médias malgré de multiples sollicitations. Ils veulent préserver une certaine intimité de leur famille, surtout en ce temps de deuil. Dans une interview exclusive, la mère de Jasmine s'exprime avec douleur. « Je regrette le jour où j'ai accepté d'envoyer ma fille en Australie. Je ne savais pas que la déposer à l'aéroport serait la dernière fois que je la serrerais dans mes bras. Ma fille me manque tous les jours. » La tante de Jasmine partage aussi sa détresse. « Je me sens si impuissante, je pense à ses cris, à ses larmes, à ses peurs, à la peur qu'elle a dû ressentir. Les femmes ne sont pas en sécurité quand elles sortent. Nous avons le droit d'être dans la rue, quelle que soit l'heure. » Le 11 mai 2021, un service commémoratif en l'honneur de Jasmine se tient dans un temple sikh de la ville d'Adélaïde. La famille de Jasmine n'assiste pas à la cérémonie, mais étant une cérémonie ouverte, une large communauté d'étudiants internationaux s'y rend, touchés par la mort tragique de la jeune femme. Quand le directeur général de l'établissement de soins où Jasmine travaillait s'exprime dans un communiqué, il la décrit comme une membre de leur équipe qui était respectée et aimée de tous. Jasmine était connue pour son sourire, sa gentillesse et son accueil chaleureux envers les résidents. Sa soudaine disparition est un choc pour leur communauté, le personnel, les résidents et leurs familles. Des services de soutien psychologique sont même offerts pour l'équipe professionnelle et les résidents de l'établissement de soins afin de les accompagner dans leur deuil. Quelques jours après le service commémoratif, le corps de Jasmine est transporté vers l'Inde pour des funérailles dans l'intimité familiale. Pendant ce temps, les enquêteurs montent leur dossier. Ils collectent les preuves, une autopsie est faite sur le corps de Jasmine et personne ne s'attend à des résultats aussi terrifiants.
Une quantité importante de sable est retrouvée dans ses poumons et son bas-ventre, ce qui indique qu'elle a à la fois inhalé et avalé du sable. Cette découverte prouve que Tariq Jot l'a ligotée, immobilisée et enterrée alors qu'elle était encore en vie et pleinement consciente. Sûrement terrifiée mais pleinement consciente du sort qui lui était réservé pendant que son ex-petite amie la soumettait à une mort lente et effroyable. Jasmine a connu une mort douloureuse entre les mains d'un homme qui lui a refusé de rompre avec lui. Les enquêteurs vont ensuite retracer les mouvements de Tariq Jot dans les jours qui précèdent le kidnapping et le meurtre de Jasmine. Son domicile est fouillé, son téléphone et son ordinateur portable sont saisis, et on se rend compte qu'il n'a pas fait grand-chose pour brouiller les pistes. En un laps de temps relativement court, les officiers sont en mesure de rassembler une quantité accablante de preuves contre lui. L'affaire est rapidement prête à être jugée. Pendant une audience préliminaire, où la mère de Jasmine est présente, Tariq Jot plaide non coupable à tous les chefs d'accusation. L'accusation plaide en faveur d'un procès et soutient fermement qu'il a planifié et exécuté son plan macabre parce qu'il n'arrivait pas à se remettre de la séparation. Les données récupérées sur les appareils de Tariq Jot, mais pas seulement, vont révéler un plan meurtrier. Quelques jours avant la disparition de Jasmine, il se rend dans un magasin, Bunnings, c'est une chaîne australienne de quincaillerie, et c'est dans ce magasin qu'il se procure des gants, du ruban adhésif, des serre-câbles et une pelle. Sur les images de vidéosurveillance du magasin, on voit Tariq Jot faire le tour des rayons avec un chariot. Et ce qui choque particulièrement, c'est le fait qu'il demande de l'aide à un membre du personnel du magasin, comme si de rien n'était, alors qu'il est en train de sélectionner des articles qui seront utilisés pour l'horreur qu'il s'apprête à commettre. Tous les articles que Tariq Jot achète sont liés à la scène de crime, ce qui prouve que le meurtre est prémédité. D'autres images le montrent dans sa voiture, il se dirige vers le nord du pays. Jasmine, elle, est absente de ces images, et pourtant on sait qu'elle se rend bien à Flinders Range. L'accusation soutient donc qu'on ne peut pas voir Jasmine sur ces vidéos, tout simplement parce qu'elle est attachée dans le coffre de la voiture. Quelques jours avant le début du procès, suivant probablement les conseils de son équipe juridique, Tariq Jot change son plaidoyer en faveur de la culpabilité. La confession qu'il fait par la suite montre à quel point il peut être un homme cruel. Et il déclare que le soir où Jasmine quitte le service de garde pour se rendre à son travail, il l'approche et la force à monter dans le coffre de sa voiture. Elle se débat, elle hurle, mais personne ne l'entend. Elle ne fait pas le poids face à lui. Il réussit à la faire entrer dans le coffre et à l'y enfermer. Alors que la nuit s'installe et que l'obscurité enveloppe la ville, sa voiture quitte rapidement la zone urbaine pour s'enfoncer dans le calme des paysages australiens. Tariq Jot va conduire plusieurs heures, 5 au total. Le trajet est long et aurait pu lui laisser assez de temps pour réfléchir, revenir sur cette décision. Il aurait pu changer d'avis et interrompre son plan macabre à tout moment, mais il ne le fera pas. Il continue de rouler, convaincu que Jasmine, qui ne veut plus de lui, ne mérite rien d'autre que la mort. Après ces quelques heures de route, il est agacé par les coups et les cris incessants de Jasmine, cris qui proviennent du coffre. Il trouve un endroit calme et isolé pour se garer, il la bâillonne, il lui bande les yeux et il lui attache les chevilles et les poignets avec des serre-câbles. Dans un accès de rage, il lui tranche la gorge avec un couteau, ça va provoquer une coupure peu profonde, donc elle ne sera pas fatale. Dans cet endroit reculé, Tariq Jot creuse une tombe, il creuse pas très profond, il y place Jasmine encore vivante avant de l'enterrer. Une fois cet acte horrible accompli, il s'assoit dans sa voiture, il fume une cigarette, et ensuite il se débarrasse des effets personnels de Jasmine dans une poubelle située à proximité. Intelligence 5 étoiles. Après ça, il entame le long retour en voiture vers la ville, et c'est pendant le procès qu'on apprend de nouveaux détails. Le jour du meurtre, Tariq Jot était censé travailler de nuit dans un pub situé dans la banlieue sud d'Adélaïde, mais il va convaincre son colocataire de le remplacer, en plus d'échanger avec lui sa voiture. C'est celle qui sera utilisée pour se rendre sur le lieu de travail de Jasmine le soir du 5 mars, où il va la kidnapper et la conduire vers sa mort. On apprend aussi que Tariq Jot télécharge sur son portable une carte qui détaille les emplacements de toutes les caméras de sécurité dans la ville d'Adélaïde. Il retire la carte SIM de son téléphone dans l'espoir qu'on ne retrace pas ses déplacements. Ça montre quand même un certain niveau de préparation, de préméditation. À son retour de Flinders Range, le 6 mars, aux environs de 18h, Tariq Jot remet la carte SIM dans son téléphone, et là, l'équipe de défense n'a pratiquement rien pour défendre leur client, si ce n'est le fait qu'après la rupture, son raisonnement était, pour reprendre les mots de son avocat, gravement altéré. Je cite, ce n'est pas un homme qui a vraiment été bien guidé, éduqué en termes de compréhension des volontés des autres, sur la façon dont ses problèmes peuvent se dérouler, et sur la façon dont il peut raisonner de manière
appropriée dans les circonstances auxquelles il a été confronté. Fin de citation. Son avocat ajoute que Tariq Jot serait sujet à des hallucinations qui seraient apparues à la suite du décès de Jasmine. On n'a pas plus de détails, mais on suppose que les possibles hallucinations seraient liées au meurtre de Jasmine. Et en soi, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. Tariq Jot présenterait un faible risque de récidive à l'avenir, selon sa défense qui vient juste de dire qu'il est mal éduqué en termes de compréhension des volontés d'autres personnes. Le juge Adam Kimber déclare que Tariq Jot a vraisemblablement planifié de faire disparaître Jasmine en prenant des précautions qui lui ont tout de même pris un certain temps. Il n'a pas fait marche arrière, il aurait pu, déclare le juge. Et il conclut que si Jasmine a été assassinée, c'est tout simplement parce qu'elle l'a rejetée, et il voulait la punir pour ça. Il était déterminé à exercer un contrôle total sur Jasmine, même si ça devait coûter la vie de la jeune femme. Le juge estime qu'il est clair que Jasmine a subi d'immenses souffrances et qu'elle a été contrainte d'endurer le long voyage en voiture alors qu'elle était attachée dans le coffre. Dans une déclaration qu'elle fait devant la cour et surtout face au meurtrier de sa fille, la mère de Jasmine souligne la brutalité et la terreur des derniers moments de sa vie sur Terre. Elle décrit comment Jasmine a été traitée comme un déchet et elle affirme avec fermeté « Je ne te pardonnerai jamais ». Aucune condamnation ne pourrait être suffisante. Pour avoir embarqué Jasmine dans un véhicule, pour l'avoir conduite sur une distance considérable tout en sachant ce qu'il allait faire, pour l'avoir tuée et enterrée vivante, avant de se débarrasser des preuves qui pourraient l'incriminer, le juge prononce une peine de réclusion à perpétuité. Selon la législation australienne, il peut faire une demande de libération conditionnelle après avoir purgé 22 ans et 10 mois de sa peine. En Australie, la période minimale encourue pour un meurtre est de 20 ans, mais la gravité de ces actes va justifier une peine plus longue. Au cours des débats sur la peine que devrait purger Tariq Jot pour son crime, le tribunal prend connaissance de plusieurs messages qu'il envoie à Jasmine dans les jours précédant le meurtre. Sur ces messages, on peut y lire « Tu n'as pas de chance que je sois encore en vie, tu ne vaux rien, attends et tu verras, tu auras une réponse. Au plus profond de moi, il y a ce que je ressens, mais que je n'arrive pas à surmonter. » Des messages qui font froid dans le dos quand on connaît la suite des événements. La mère de Jasmine se dit satisfaite de la condamnation. « Aujourd'hui, je ne me sens pas heureuse. J'aurais aimé ne pas faire cette déclaration et que Jasmine soit encore à mes côtés, dit-elle. Nous nous réjouissons de la peine prononcée, mais ce que je peux dire, c'est que ma famille et moi avons déjà commencé à purger notre peine, à devoir passer le reste de notre vie sans Jasmine. » Du côté de la famille de Tariq Jot, on pense qu'il est innocent. Avec autant de preuves et même sa confession, comment c'est possible? On pense du moins que la justice n'a pas été suffisamment clémente. Après la condamnation, le frère de Tariq Jot explique que leur mère, âgée de 46 ans, pleure beaucoup depuis que son fils a été condamné. Leur père, âgé de 50 ans, doit travailler dans une usine à Samrala pour subvenir aux besoins de la famille, en plus de ses activités agricoles. Le frère de Tariq Jot, qui vit toujours en Inde, a dû le rejoindre dans son travail à l'usine. Pour payer les frais de justice de Tariq Jot, la famille va même vendre une partie de leurs terres en Inde. Et pour eux, en effet, pas de clémence, c'est une injustice. Mais pourquoi c'est à eux de payer les frais d'avocat pour leur fils? Frère, assassin. Il aurait pu se débrouiller tout seul ou faire avec un commis d'office. La famille de Tariq Jot va rencontrer le sarpanch du village, avec l'aide duquel ils font un recours. Alors un sarpanch, c'est un chef de village / un maire. Donc d'après le sarpanch, l'histoire est plus complexe que ce que l'on croit. Tariq Jot et Jasmine voulaient se marier, mais des différends auraient conduit Jasmine à s'infliger des blessures. Une fois Jasmine inconsciente, Tariq Jot aurait cru qu'elle était morte et il l'aurait enterrée. Le sarpanch affirme même que Tariq Jot a signalé l'affaire à la police. Alors faut m'expliquer pourquoi tout un village défend un assassin. La famille, à la rigueur, je veux bien comprendre, mais pourquoi tout le village le défend? Dans le village natal de Jasmine, évidemment, on n'est pas du tout du même avis. Bien au contraire, la justice a été trop clémente. Les habitants du village estiment que Tariq Jot devrait être condamné à mort pour prévenir des futurs crimes similaires. Le sarpanch de leur village va déclarer aux médias « Jasmine, je l'ai vue grandir, car je suis son voisin. Elle était partie à l'étranger avec de grands rêves, mais elle l'a payé très cher, sans qu'il y ait eu faute de sa part. L'accusé devrait être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. » Je suis un petit peu d'accord. L'année suivant la condamnation de Tariq Jot, une audience s'ouvre après que le procureur ait fait appel de la décision. Il estime que la période sans possibilité de libération n'est pas adéquate, elle ne reflète pas la gravité du crime. La cour d'appel prononce une nouvelle peine à l'encontre de Tariq Jot. Il doit maintenant purger une peine de non-liberté de 28 ans et 6 mois, ce qui le rendrait éligible à une demande de libération conditionnelle en septembre 2049. Cheh! Tariq Jot aurait alors 49 ans. À sa sortie de prison, il sera sûrement expulsé de l'Australie. Dans le pays, des chiffres très alarmants révèlent qu'une femme est tuée par son partenaire ou son ex-partenaire chaque semaine. Cette réalité a suscité une prise de conscience nationale et elle a conduit à l'élaboration d'un nouveau plan visant à réduire les taux élevés d'homicides domestiques
dans le pays. En quelques mots, ce programme comprend un renforcement des lois avec des peines plus sévères pour les agresseurs, une meilleure coordination entre les forces de police et le système judiciaire, des campagnes nationales ayant pour but d'éduquer et de sensibiliser le pays à ces questions, ainsi que la mise en place améliorée d'un soutien aux victimes, comme le financement de refuges, les services de soutien et les lignes d'assistance téléphonique. Ça avance doucement, mais sûrement pour les victimes de violences conjugales. Et sans transition, et puisque ça fait un moment, Random Item Review. Je me suis acheté un livre, non, comment ça s'appelle? Un journal de grossesse pour journaliser ma grossesse. Je sais pas si vous avez fait ça, enfin pour les femmes qui ont eu des bébés ou qui sont peut-être actuellement enceintes. D'ailleurs, laisse un commentaire pour dire si tu es enceinte toi aussi. J'adore le concept de d'écrire un journal de grossesse, et ça va, celui que j'ai acheté en tout cas va jusqu'au 1 an du bébé, et j'ai une copine qui a fait la même chose quand sa fille est née, donc c'était un moment, c'était pas aussi élaboré, aussi détaillé, je trouve que dans les journaux de grossesse d'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux mettre des photos, voilà, tu peux même ajouter tes propres trucs et tout, je trouve ça super, super bien détaillé. T'as des listes de, grossesse, éléments à mettre dans ton sac, baby moon, etc. Donc j'adore le concept, et ma meilleure amie, par exemple, elle montre encore aujourd'hui ce livre à sa fille qui adore revoir, voilà, cette étape de sa vie et de sa pré-vie, entre guillemets, donc voilà, c'était le random item dont je voulais parler ce soir, que je voulais partager avec vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous m'aviez beaucoup manqué, quand même. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.